IBM et l'Holocauste, Edwin Black, l'alliance stratégique entre l'Allemagne nazie et la plus puissante multinationale américaine. Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, les nazis ont exterminé 6 millions de juifs. Grâce à une organisation remarquable, les listes de noms étaient toujours prêtes, les trains toujours à l'heure et les chambres à gaz toujours disponibles au bon moment. Aujourd'hui, on utiliserait des ordinateurs. À l'époque, il n'y en avait pas. Mais les nazis avaient autre chose, des machines à cartes perforées. Elles étaient partout, dans les bureaux, dans les centres ferroviaires, dans les usines, mais aussi près des ghettos et dans les camps. La moindre information était saisie, traitée, triée, analysée. Toutes les machines de guerre allemandes, toute la logistique de l'asservissement et de l'extermination reposait sur ces appareils. Et ceci était la propriété d'une entreprise américaine, IBM. Ce livre raconte comment s'est nouée dès 1933 l'alliance stratégique entre IBM et les nazis. Comment, avec l'aide de sa filiale allemande, la multinationale a fourni au Troisième Reich des solutions clés en main, entre guillemets. Comment, en pleine guerre, IBM gérait ses filiales européennes par l'intermédiaire de son bureau à Genève. Comment, entre autres, les Juifs de Hollande furent les victimes de la technologie IBM et pourquoi les Juifs de France eurent davantage de chance. Comment, enfin, tout cela fut accompagné d'un effort systématique d'occultation. Certes, avec ou sans IBM, les nazis auraient entrepris d'exterminer les Juifs, mais les chiffres, eux, auraient été très différents. Edwin Black est le fils de survivants polonais de l'Holocauste. Après avoir été grand reporter au Washington Post, il est aujourd'hui journaliste d'investigation indépendant. Et petite anecdote, il me semble que c'est Edwin Black qui avait écrit aussi sur les accords de Havara. Et il balançait tellement sur ce qui s'était passé à l'époque. Et il était quasiment un des seuls à le faire, à tel point que sa mère l'a renié en direct dans une émission de télévision. Elle a dit « ce n'est plus mon fils », par solidarité en fait avec une vision sioniste du monde. Et c'est terrible pour un garçon juif de se faire renier par sa mère, évidemment. À ma fille Rachel qui lira ce livre et aux 6 millions qui ne le liront pas. Avant-propos. La lecture de cet ouvrage risque d'être profondément éprouvante. Son écriture l'aura été tout autant. Ce livre raconte en effet l'histoire de la participation consciente d'IBM à l'Holocauste, directement et par l'intermédiaire de ses filiales, et de sa complicité avec la machine de guerre nazie qui a fait plusieurs millions de victimes, juives ou non, à travers toute l'Europe. Le moment où l'organisation massive de l'information a commencé à servir de moyen de contrôle de la société, d'armes de guerre et de plan directeur de la destruction collective, a largement échappé à la conscience de l'humanité. Le déclencheur de ce phénomène aurait été le jour le plus funeste du siècle dernier, le 30 janvier 1933, date à laquelle Adolf Hitler est arrivé au pouvoir. Hitler et sa haine des Juifs auront été la force motrice de ce tournant intellectuel. Mais l'efficacité de ces menées aura été considérablement accrue et alimentée par l'ingéniosité et la soif de profit d'une société américaine et de son président autocrate. Cette société s'appelait International Business Machines et son président Thomas J. Watson. La volonté obsessionnelle du Führer d'exterminer les Juifs n'avait rien d'original. Il y avait eu des tsars et des tyrans avant lui. Mais pour la première fois de l'histoire, l'automatisation est venue prêter assistance à cette détermination. Hitler n'a pas agi seul, on l'a aidé. Dans le monde dément de l'Holocauste, d'éminents professionnels lui ont servi de troupes de choc. Oublieux de leurs devoirs, des policiers ont protégé des criminels et persécuté des innocents. Des juristes ont perverti le droit pour promulguer des lois antisémites. Des médecins ont profané leur art pour entreprendre d'abominables expériences, allant jusqu'à faire le tri entre les individus suffisamment valides pour être condamnés à travailler jusqu'à l'extrême limite de leur force et ceux que les lois de la rentabilité recommandaient d'envoyer immédiatement à la chambre à gaz. Des scientifiques et des ingénieurs ont avili leur noble vocation pour élaborer les justifications et les instruments de la destruction. Et les statisticiens ont fait usage de leur discipline méconnue mais puissante pour identifier les victimes, évaluer et rationaliser les profits de leur destruction, organiser leur persécution et contrôler l'efficacité du génocide. C'est là qu'IBM et ses filiales européennes entrent en scène. Adepte du solipsisme, ébloui par son vertigineux univers de possibilités techniques, IBM a adhéré à un principe immoral bien particulier. Si c'est faisable, il faut le faire. Pour le technocrate aveugle, le moyen l'emportait sur la fin. Cette ivresse technologique se conjuguait au profit prodigieux
promis par une époque où les effets de la crise économique se faisaient encore sentir sur toute la planète pour reléguer définitivement à l'arrière-plan le sort dévolu au peuple juif. Comment cela s'est-il passé ? Au moment où Hitler est arrivé au pouvoir, l'un des objectifs majeurs des nazis était d'identifier et de détruire les 600 000 juifs d'Allemagne. Les nazis ne considéraient pas seulement comme juifs ceux qui pratiquaient la religion judaïque, mais tous les individus de sang juif, fussent-ils parfaitement assimilés, mariés à des chrétiens, voire convertis au christianisme. L'identification des juifs était un préalable indispensable aux étapes suivantes: confiscation des biens, ghettoisation, déportation, et pour finir, extermination. Le dépouillement minutieux des archives communales, ecclésiastiques et gouvernementales de toute l'Allemagne, puis de toute l'Europe, sur plusieurs générations, représentait une tâche si monumentale que seul un ordinateur aurait pu en venir à bout. Mais en 1933, il n'y avait pas d'ordinateur. Lorsque le Reich décida d'organiser l'exclusion économique des Juifs avant d'entreprendre leur regroupement forcé dans des ghettos, la tâche était si prodigieuse que seul un ordinateur aurait pu en venir à bout. Mais en 1933, il n'y avait pas d'ordinateur. Lorsque les partisans de la solution finale décidèrent d'évacuer les Juifs parqués dans les ghettos d'Europe pour les expédier par train vers les camps de la mort, avec un horaire si précis que les victimes n'auraient qu'à descendre des wagons pour se diriger tout droit vers la chambre à gaz, la tâche de coordination était si complexe que seul un ordinateur aurait pu en venir à bout. Mais en 1933, il n'y avait pas d'ordinateur. Il existait pourtant un autre moyen. L'ancêtre de l'ordinateur, le système mécanographique à carte perforée, mis au point par IBM. Alors, petite parenthèse, il me semble que c'est ce type de machine dont a fait usage, vous savez, le scientifique britannique homosexuel qui a pu déchiffrer le code Enigma. Vous savez, il y avait eu un film sur lui il y a 3 ou 4 ans. Son nom m'échappe. C'est un nom comme Bering, je sais plus du tout. Et c'était un véritable hybride entre la machine à calculer et l'ordinateur analogique, vous voyez, avec des lampes, des systèmes de crantage, etc. Fin de la parenthèse. Avec l'aide de sa filiale allemande, IBM a fait du programme hitlérien de destruction des Juifs une mission technologique qu'elle a remplie avec un succès terrifiant. En utilisant son personnel et son équipement propre, IBM Allemagne a conçu et fourni l'assistance technologique dont le Troisième Reich avait besoin pour accomplir ce que personne n'avait accompli avant lui, l'automatisation de la destruction humaine. Plus de 2000 de ces machines furent expédiées à travers toute l'Allemagne, et plusieurs milliers d'autres à travers toute l'Europe sous domination allemande. Des installations mécanographiques furent aménagées dans tous les grands camps de concentration. On put ainsi déplacer les gens de lieu en lieu, les exploiter jusqu'à la mort avant de cataloguer leurs dépouilles avec une parfaite indifférence mécanique. IBM Allemagne, qui s'appelait alors la Deutsche Hollerith Maschinengesellschaft, ou DOMAG, ne se contentait pas de louer ses machines au Reich. Au vu su du siège new-yorkais, elle se chargeait d'adapter ses appareils complexes et leurs applications aux besoins spécifiques de sa clientèle. La direction de la DOMAG était formée de nazis déclarés, qui ont du reste été arrêtés après la guerre. Dès 1933, IBM New York avait sciemment courtisé les échelons supérieurs du parti nazi et fait des affaires avec eux. L'entreprise profita de ses relations avec le parti pour développer ses relations commerciales avec le Reich hitlérien en Allemagne, puis dans toute l'Europe occupée. La DOMAG et les autres filiales d'IBM proposaient à leurs clients des applications personnalisées. Ces techniciens faisaient parvenir des modèles de cartes perforées au service du Reich et les perfectionnaient en fonction des remarques qui leur étaient faites en retour, jusqu'à ce que les colonnes de données soient parfaitement conformes à l'usage prévu. Ils agissaient un peu comme le ferait aujourd'hui un concepteur de logiciels. Les cartes perforées ne pouvaient être conçues, imprimées et vendues que par un unique fournisseur, IBM. Les machines, quant à elles, n'étaient pas vendues mais louées, et leur entretien régulier était assuré par un unique fournisseur, IBM. Les filiales d'IBM formaient les nazis et leurs sbires européens à l'utilisation de ces machines. Elles installaient des succursales et des agences dans toute l'Europe nazie, employaient un bataillon de vendeurs et de techniciens IBM, et écumaient les usines à papier pour pouvoir produire jusqu'à 1,2 milliard de cartes perforées par an pour la seule Allemagne. Ces délicats appareils étaient entretenus sur place, à peu près une fois par mois, même quand ils étaient situés à l'intérieur ou à proximité d'un camp de concentration. Le siège d'IBM Allemagne, à Berlin, conservait les doubles de nombreux carnets de code, comme un bureau de service IBM conserve aujourd'hui des fichiers de sauvegarde d'ordinateurs. J'ai été littéralement obsédé par une question dont la réponse a longtemps échappé aux historiens.
Les Allemands ont toujours été en possession de listes nominales de juifs. Un beau jour, un escadron de SS faisait irruption sur la place d'une ville et affichait un avis ordonnant aux personnes dont le nom figurait sur la liste de se présenter le lendemain à la gare pour être déportées vers l'Est. Mais comment les nazis établissaient-ils ces listes ? Pendant plusieurs dizaines d'années, personne n'en a rien su. Peu de gens se sont posé la question. Voici la réponse. Ce fut grâce aux opérations de recensement et à d'autres dénombrements et enregistrements réalisés par IBM avec sa technologie de pointe. Fondée en 1898 par un inventeur allemand du nom de Hermann Ohlritt, IBM était au départ une société de mécanographie appliquée au recensement. Telle était sa vocation. Mais lorsque IBM Allemagne noua son alliance philosophique et technologique avec les nazis, le recensement et l'enregistrement prirent une tournure nouvelle. IBM Allemagne inventa le recensement racial, qui consignait non seulement l'appartenance religieuse des individus, mais leurs origines généalogiques sur plusieurs générations. C'était là la véritable ambition des nazis. Au-delà du simple dénombrement, ils tenaient à identifier les juifs avec précision. L'enregistrement des êtres humains et des biens n'était pas la seule tâche que l'Allemagne nazie confia à ses trieuses ultra-rapides. Le rationnement alimentaire était également organisé par ce moyen, ce qui permit à l'Allemagne d'affamer les juifs. La main-d'œuvre forcée était identifiée, débusquée et gérée en grande partie à l'aide de cartes perforées. La mécanographie faisait même partir les trains à l'heure et dressait l'inventaire de leur cargaison humaine. Les chemins de fer du Reich, la Reichsbahn, le plus gros client de la DO-Mag, traitaient directement avec la direction à Berlin. La DO-Mag avait installé des services mécanographiques dans les dépôts de trains de toute l'Allemagne, puis de toute l'Europe. Mais que savait vraiment IBM ? Au cours des 12 années d'existence du Reich, il y eut un certain nombre de choses dont IBM fut informé quotidiennement. Le pire, on préféra toujours l'ignorer. Ne pas poser de questions, ne rien dire. Tel était le mot d'ordre. Mais plusieurs dirigeants d'IBM New York et même certains représentants personnels de Watson, comme Harrison Chauncey et Werner Lier, se trouvaient presque en permanence à Berlin ou à Genève, d'où ils supervisaient l'activité des filiales européennes et veillaient à ce qu'aucun profit et aucun des marchés lucratifs du nazisme n'échappe à la société mère. À partir du moment où la loi américaine a interdit toute relation commerciale directe avec les nazis, le bureau suisse d'IBM est devenu la plaque tournante qui assurait à la maison mère un flot continu d'informations et une couverture crédible. De toute évidence, la dynamique et le contexte de l'alliance d'IBM avec l'Allemagne nazie ont évolué au cours des 12 années du régime nazi. J'ai tenu à ce que cette histoire soit toujours appréhendée dans son contexte. Feuilleter superficiellement ce livre ne pourra conduire qu'à des conclusions grossières et erronées. Si vous avez effectivement l'intention de le parcourir rapidement ou de ne vous arrêter qu'à certains passages, je vous demande de le refermer sans attendre. Si vous pensez découvrir ici que l'Holocauste n'aurait pas eu lieu sans IBM, vous vous trompez lourdement. Les nazis se seraient contentés, comme ils l'ont fait dans bien des cas, d'une balle dans la tête, de marches forcées et des massacres organisés au crayon sur du papier ordinaire. Néanmoins, les résultats phénoménaux que Hitler a obtenus dans sa campagne d'extermination de plusieurs millions d'êtres humains, dans des délais extrêmement courts, nous conduisent à dénoncer le rôle capital de l'automatisation et de la technologie. Petite parenthèse, ça nous fait penser à ce qui s'est passé les 2 dernières années. Il faut définir les responsabilités. Pour quelles raisons ai-je entrepris de chercher des réponses à des questions que personne ne s'était encore posées ? Tout a commencé à Washington, un jour de 1993, au musée américain de l'Holocauste. Dans la toute première salle trônait en bonne place une triuse IBM, un modèle Ohlritt D11, truffé de circuits, de fentes et de fils électriques. Une plaque d'identification IBM rutilante était apposée sur le panneau intérieur. Depuis, cette machine a été remplacée par un modèle plus petit, en raison de l'embouteillage créé par les visiteurs qui se massaient autour de l'appareil. Le commentaire du musée indiquait qu'IBM avait organisé le recensement de 1933 qui avait identifié les Juifs pour la première fois. C'était tout. Il faut dire qu'IBM avait gardé un silence absolu sur ses liens avec l'Allemagne nazie. 15 millions de personnes, dont la plupart des grands spécialistes de l'Holocauste, avaient vu cette exposition. Mais malgré tous les efforts d'éminents historiens du musée, tout ce que l'on savait de cet étrange objet se limitait à la brève notice du conservateur et à de rares pages de recherche secondaires. Je n'oublierai jamais le moment où, après avoir observé cette machine pendant près d'1 heure, je me suis tourné vers mon père et ma mère, qui m'avaient accompagné ce jour-là. Je leur ai promis de faire toute la lumière sur cette affaire. Mes parents sont des rescapés de l'Holocauste, arrachés à leurs racines polonaises. Ma mère s'est échappée d'un wagon en partance pour Treblinka.
Elle a été abattue puis jetée dans une fosse commune à fleur de sol. Mon père avait déjà faussé compagnie à une colonne de juifs conduits sous bonne garde. Il aperçut la jambe de ma mère qui sortait de la neige. Sous couvert de la nuit, animés par le courage du désespoir, les deux fugitifs ont survécu au froid, à la faim et au Reich. 50 ans plus tard, debout à mes côtés, leur figure à jamais marquée par les éclats d'obus et les balles se reflétant dans la vitrine du musée, mes parents ne surent exprimer que leur trouble. Mais d'autres questions me taraudaient. Les nazis disposaient des noms de mes parents. Comment se les étaient-ils procurés ? Quel était le lien entre cette machine noire, beige et argentée, tapie en silence dans la pénombre du musée, et les millions de juifs et autres Européens assassinés, non pas dans le chaos instantané d'opérations militaires, mais au cours de 12 années d'une campagne remarquablement organisée d'humiliation, de déshumanisation et finalement d'extermination. Après cette découverte fortuite, j'étais obsédé pendant plusieurs années par l'idée qu'IBM avait pu jouer un rôle dans l'Holocauste et qu'on n'en avait rien su. Il y avait des pointillés partout. Il fallait absolument les relier. Petite parenthèse, ça nous rappelle aussi le film 1000 milliards de dollars d'Henri Verneuil, qui choisit un autre nom de société, qui est GTI, qui fabriquait toutes les pièces nécessaires à la guerre et qui les vendait aux deux camps. Je vous conseille vraiment de voir ce film. L'International Business Machines s'est toujours vanté d'avoir la solution à tous les problèmes. IBM n'attend pas d'être contacté par sa clientèle. Si IBM est devenue ce qu'elle est, c'est précisément parce qu'elle anticipe les besoins des gouvernements et des entreprises avant même qu'ils ne se présentent. Elle peut ainsi proposer, concevoir et apporter des solutions sur mesure et les mettre en œuvre avec son propre personnel et son propre équipement. IBM a fourni ce type de service à d'innombrables organismes et gouvernements, à de très grandes entreprises et à des combinats industriels. Pendant des années, je me suis juré de répondre un jour à cette question. Combien de solutions, entre guillemets, IBM avait-elle ainsi conçues pour l'Allemagne nazie ? Je connaissais la première d'entre elles, le recensement. Mais jusqu'où était-on allé ? En 1998, je me suis mis au travail avec acharnement. Sans subvention ni bourse, sans avance d'éditeur, j'ai recruté à mes frais une équipe de chercheurs, d'étudiants, de traducteurs et d'assistants. Un réseau s'est rapidement constitué aux États-Unis, mais aussi en Allemagne, en Israël, en Angleterre, en Hollande, en Pologne et en France. Ce réseau n'a cessé de se développer au fil du temps. Des rescapés de l'Holocauste, des enfants de survivants, des retraités et des étudiants n'ayant aucun lien avec le génocide, assistés de chercheurs professionnels, d'éminents archivistes et historiens et même d'anciens enquêteurs au procès de Nuremberg, tous se sont mis à rechercher de la documentation. Pour finir, plus de 100 personnes auront participé à ce projet, certains durant plusieurs mois d'affilée, d'autres pendant quelques heures seulement, à éplucher d'obscurs documents polonais. Ignorant le fin mot de l'histoire, ils recherchaient simplement des mots-clés. Recensement, statistiques, listes, enregistrements, chemin de fer, cartes perforées, etc. Lorsque leur recherche était fructueuse, ils copiaient le texte en question et me l'envoyaient. Pendant plusieurs semaines, j'ai reçu ainsi plus d'une centaine de documents par jour. La plupart des membres de mon équipe étaient des bénévoles. Tous avaient juré le secret et tous ont été bouleversés et atterrés par ce qu'ils ont découvert. Cela n'a fait qu'accroître encore leur motivation. Quelques-uns m'ont avoué avoir perdu le sommeil pendant plusieurs nuits. Leurs encouragements ont souvent été précieux. En définitive, j'ai rassemblé plus de 20 000 pages provenant d'une cinquantaine de sources. Archives, collections de manuscrits de bibliothèques, fichiers de musées et dépôts. J'ai eu progressivement accès à des milliers de documents, autrefois classés secrets, du département d'État, de l'Office of Strategic Service, l'ancêtre de la CIA, et à d'autres documents gouvernementaux qui n'avaient pas été livrés au public jusque-là. D'autres matériaux obscurs, conservés en Europe, n'avaient jamais été traduits ni reliés entre eux. Je les ai tous classés dans mes archives centrales personnelles, fidèles reflets des sources originales. Nous avons également lu et traduit attentivement plus d'une cinquantaine d'ouvrages généraux, de mémoire, ainsi que des revues techniques et scientifiques de l'époque relatives à la mécanographie et à la statistique, des publications nazies et des journaux de la période. Tous ces matériaux, sources primaires, articles, coupures de presse et extraits d'ouvrages, ont été référencés mois par mois. Nous avons ainsi créé un dossier pour chaque mois de 1933 à 1950. Si un document concernait plusieurs dates, il était reclassé dans différents dossiers mensuels. L'ensemble du contenu de ces dossiers a ensuite été recoupé et reclassé par sujet plus pointu. Ghetto de Varsovie, recensement allemand, chemin de fer bulgare, Watson en Allemagne, Auschwitz, etc. Des piles de documents classés par sujet jonchaient le sol de ma maison.
Il est arrivé que 6 personnes y travaillent en même temps, occupées à déplacer certains textes d'une pile à une autre, de l'aube à minuit. Un même document pouvait être copié à plusieurs reprises et figurer dans 5 ou 6 piles thématiques. Nous avions installé sur place une photocopieuse avec une trieuse à 20 casiers. Le moindre déplacement nous obligeait à jouer à la marelle autour des piles. Petite parenthèse, ça me fait penser à moi quand je suis sur un dossier ou quand je recherche des choses. Il faut que je me fraye un chemin entre les piles de documents et de bouquins. Bref. Aucun de ces 20 000 documents n'était révélateur en soi. L'affaire est bien trop complexe pour cela. Pris isolément, aucun ne disait ce qui s'était réellement passé. En fait, extraits de leur contexte, la plupart étaient profondément déroutants. Ils ne prenaient tout leur sens que lorsque nous les rattachions à de nombreux autres documents apparentés, provenant souvent de sources différentes et entièrement différentes. C'était comme les pièces d'un puzzle dont l'image n'apparaît que lorsque tous les fragments sont assemblés. Ainsi, un rapport d'IBM mentionnait incidemment un certain M. Hendrix, qui est allé chercher une machine IBM à Dachau. Mais c'est seulement lorsque j'ai mis ce document en relation avec une obscure statistique militaire, découverte au Public Record Office de Londres, que j'ai appris qui était réellement le sergent Hendrix. Pour compliquer encore les choses, un grand nombre de documents et de notes d'IBM étaient des carbones, sans date ni signature, baignant dans un flou délibéré, avec des mots codés, des expressions toutes faites, ou par moments une sténographie interne à l'entreprise. J'ai dû apprendre le jargon IBM de l'époque pour en déchiffrer le contenu. Il m'est arrivé dans certains cas d'observer et d'analyser certains documents pendant des mois avant d'en élucider soudain le sens grâce à un autre document dont je ne disposais pas jusque-là. Par exemple, un texte faisait allusion à l'accumulation de points. J'ai fini par découvrir qu'il s'agissait de quotas de vente. Les vendeurs qui avaient atteint 100% du quota fixé étaient admis dans ce qu'on appelait le club des 100%. IBM avait scrupuleusement suivi l'évolution de ses quotas de vente dans l'ensemble de ses filiales, tout au long de l'ère hitlérienne. Dans certains cas, il fallait remonter à 3 ou 4 étapes en amont d'une source pour tomber sur une révélation capitale. J'avais ainsi consulté la traduction anglaise du célèbre ouvrage de Jacob Presser sur la destruction des Juifs de Hollande. Je n'avais rien trouvé qui se rapportait à mon sujet. Je demandai alors à mes collaborateurs hollandais de comparer la version anglaise à l'original. Ils relevèrent une référence unique, sans note, à un système mécanographique. C'est seulement en relisant le manuscrit original de Presser que nous avons découvert une note marginale renvoyant à un document d'archives hollandais, lequel a débouché sur une avalanche d'informations sur les Pays-Bas. En étudiant le recensement roumain, j'ai fait traduire un mémoire de 20 pages d'un statisticien allemand dans lequel j'ai découvert une phrase isolée confirmant l'utilisation de cartes perforées en Roumanie. Cette information fut rapprochée d'une lettre d'IBM confirmant que la société avait déplacé des équipements depuis la Pologne, ravagée par la guerre, vers la Roumanie, pour y faciliter les opérations de recensement. Eh oui. L'histoire d'IBM et de l'Holocauste était comme un vitrail brisé en 1000 éclats. Il a fallu le recoller morceau par morceau pour comprendre ce qui s'était réellement passé. C'est ce récit, maintes fois vérifié, que raconte ce livre. Au cours de mes recherches, j'ai bénéficié d'une remarquable coopération de l'ensemble des sources d'informations privées, publiques et gouvernementales auxquelles je me suis adressé à travers le monde. Malheureusement, l'unique rebuffade est venue d'IBM elle-même, qui m'a refusé tout accès à ses archives et a repoussé toutes mes demandes d'entretien. Mon cas n'est pas unique. Depuis la Seconde Guerre mondiale, l'entreprise a obstinément refusé de coopérer avec des auteurs extérieurs à la société. Pratiquement tous les livres récents sur IBM, qu'ils aient été écrits par des historiens économiques de renom ou par d'anciens employés, mentionnent cette mauvaise volonté. En définitive, j'ai tout de même pu me procurer ces archives par d'autres moyens. On a mis à ma disposition plusieurs centaines de documents IBM. Je les ai tous lus. Dans ce qui suit, chaque note renvoie à un dossier complet archivé sur ordinateur contenant toute la documentation nécessaire pour étayer immédiatement la moindre affirmation avancée dans ce livre. J'ai également chargé une équipe de chercheurs et d'archivistes pinailleurs et ergoteurs d'en vérifier la moindre phrase et de s'assurer que chaque fait, chaque fragment de fait repose sur les documents requis. Donc, vous imaginez, petite parenthèse, le travail que ça représente. Donc là, qu'on ne dise pas que c'est du complotisme, hein. Tout est vérifié de façon journalistiquement impeccable. Donc ce sont les faits qui parlent. En reconstituant les événements, j'ai été guidé à chaque instant par deux principes, le contexte et les conséquences.
Alors que j'avais accès à des volumes entiers de renseignements diplomatiques et d'informations des services secrets, je me suis concentré sur ce que le grand public était en mesure de savoir à l'époque, grâce aux médias, sur les atrocités et les persécutions antisémites qui se déroulaient en Europe. Les lecteurs remarqueront ainsi de très nombreuses références aux articles du New York Times. Je ne cite pas ce quotidien parce qu'il s'agissait du journal de référence en Amérique, mais parce que les dirigeants d'IBM, Thomas Watson en tête, travaillaient à New York. S'ils avaient habité Chicago, j'aurais cité le Chicago Tribune. S'ils avaient habité Cleveland, j'aurais cité le Cleveland Plain Dealer. Les lecteurs remarqueront également que j'ai tenu à maintes reprises à reproduire les termes exacts utilisés par les principaux intéressés dans leurs télégrammes, leurs lettres et leurs conversations téléphoniques. Les lecteurs pourront ainsi juger d'eux-mêmes ce qui a été dit dans tel ou tel contexte. À quelques exceptions près, voire la note sur les sources, la littérature consacrée à l'Holocauste ne contient presque rien sur les machines Allwright, malgré l'exemplaire exposé en bonne place au musée de l'Holocauste à Washington. Cette remarque ne doit pas mettre les historiens sur la défensive. Les documents publics étaient disponibles, mais les principales archives du monde contiennent des millions d'images et de pages sur l'Holocauste. Un grand nombre de ces matériaux n'a jamais été dépouillé. Un grand nombre n'était pas disponible, certains reposent sur des chronologies erronées ou ressemblent à des documents industriels sans grand intérêt. D'autres sont parfaitement connus, comme les instructions de Heydrich de 1939 sur la nécessité de regrouper les Juifs près des lignes ferroviaires, mais on n'a pas prêté attention aux allusions répétées aux opérations de recensement. Outre les problèmes de documentation, cette enquête exigeait une bonne connaissance de l'histoire de l'Holocauste avant et après le début de la guerre, de l'histoire de la mécanisation après la révolution industrielle, de l'histoire de la technologie et plus spécifiquement du système mécanographique, en même temps qu'une compréhension de l'économie du Reich, des sociétés multinationales et des problèmes de collusion financière. Chose tout aussi importante, avant que j'ai dépouillé les archives d'IBM, cette partie-là de l'écran était vierge. J'ai eu la chance de posséder une bonne connaissance de l'économie du Reich et du commerce multinational acquise en rédigeant mon précédent ouvrage, The Transfer Agreement. Voilà, c'est celui-là dont je vous parlais, qui parle, je crois, des accords Avara. Et c'est là où sa mère lui a dit Edwin n'est plus mon fils. C'est là qu'elle a renié son fils. Parce qu'en fait, elle révélait des secrets à l'intérieur même de la communauté. Donc, The Transfer Agreement, je connais également assez bien l'industrie informatique et j'ai une expérience de plusieurs années en tant que journaliste d'investigation spécialisé dans la fraude industrielle. J'ai abordé ce projet comme une enquête ordinaire sur l'attitude d'une grande entreprise à une différence tragique près. Cette attitude a pesé sur la vie et la mort de plusieurs millions d'individus. La constitution d'une équipe de spécialistes pour relire mon ouvrage avant publication n'a pas été une mince affaire non plus. Je ne me suis pas seulement adressé aux principaux historiens de l'Holocauste, mais à des spécialistes de sujets aussi pointus que la France de Vichy, la Roumanie, les recensements et les persécutions. J'ai également consulté des historiens de l'entreprise, des spécialistes techniques, des comptables, des juristes spécialisés dans les réparations et les crimes de guerre industriels, un enquêteur de l'équipe d'accusation du procès de Nuremberg, un expert en technologie du renseignement militaire et même un ancien agent du FBI spécialisé dans les délits financiers. L'évolution de notre perception a peut-être été la raison majeure pour laquelle les relations entre IBM et l'Holocauste n'ont jamais été étudiées. Lorsque j'ai écrit The Transfer Agreement en 1984, personne ne s'intéressait aux avoirs financiers. Aujourd'hui, on ne parle que de cela. La plupart des études sur l'Holocauste ont été rédigées avant l'ère de l'ordinateur et bien avant l'ère de l'information. Aujourd'hui, tout le monde a compris quel rôle la technologie peut jouer dans les questions de guerre et de paix. Nous pouvons donc réexaminer la même documentation sous un jour nouveau. Nous sommes nombreux à avoir succombé au charme de l'ère de l'ordinateur et de l'information. Je n'ai pas échappé à cette fascination. Mais à présent, je suis rongé par une nouvelle connaissance qui me conduit à une toute nouvelle prise de conscience exacerbée par mon statut de fils de survivant. Je l'appelle l'ère de la compréhension. Elle nous conduit à nous pencher sur le passé et à prendre en compte les courants technologiques. Tant que nous n'aurons pas compris comment les nazis se sont procurés les noms, d'autres listes seront dressées qui feront de nouvelles victimes. Je vais répéter cette phrase, et qui ne s'applique pas qu'aux nazis de l'époque. D'autres listes seront dressées qui feront de nouvelles victimes. Ça peut porter sur le statut médical, par exemple. L'histoire d'IBM et de l'Holocauste n'est qu'un début. J'aurais pu écrire 20 ouvrages avec les documents que j'ai découverts, un pour chaque pays d'Europe.
Selon mes estimations, il doit exister 100 000 documents de plus dispersés dans des sous-sols et des archives d'entreprises aux États-Unis et en Europe. Les archivistes d'entreprises doivent faire preuve de vigilance. Ces documents témoignent d'un crime et ne doivent être ni déplacés, ni altérés, ni détruits. Ils doivent être confiés aux archives appropriées qu'ils mettront immédiatement à la disposition des spécialistes et des procureurs chargés des procès pour crimes de guerre afin que l'examen des responsabilités puisse se produire. Voir la note sur les sources. Ce n'est qu'en acceptant de révéler et d'analyser ce qui s'est véritablement passé que le monde de la technologie pourra enfin adopter la célèbre devise « Plus jamais cela ». Edwin Black, Washington DC, octobre 2000. Chapitre 1. L'homme numéroté. Un voile de fumée et une odeur pestilentielle s'étendaient sur le camp. Insensible aux sévices, n'éprouvant même plus les affres de la faim, un grand nombre de détenus épuisés n'attendaient plus que la mort. Mais la plupart des 60 000 hommes qui se pressaient dans cette étrange clairière au milieu des résineux continuaient à courir d'un endroit à l'autre, accomplissant les tâches qui leur avaient été assignées, prouvant qu'ils étaient encore assez solides pour continuer à vivre un jour encore. Les hurlements de souffrance ne les faisaient plus tressaillir. Leur estomac vide ne les ralentissait plus, et la vision atroce des tas de cadavres racornis attendant d'être incinérés ne les bouleversait plus. Leur seul objectif était de survivre. Ce cauchemar se déroulait en camp de concentration de Bergen-Belsen, un enfer inventé par la barbarie nazie. À l'arrière du camp, à quelques mètres à peine de la clôture du fond, se dressait un mirador isolé. Sa carcasse de traverse s'élevait à 9 ou 10 mètres de haut. Depuis ce perchoir, on distinguait sur la droite 3 rangées bien alignées de baraques en bois. À gauche, des cuisines, des ateliers, des dépôts et des latrines longés sans plan apparent, des sentiers boueux et sinueux. Ce secteur réservé à la détention s'étirait sur plusieurs centaines de mètres jusqu'à la porte conduisant au bureau du commandant du camp et au logement des SS. Un périmètre de barbelés définissait l'enceinte du camp, tandis qu'une série de palissades intérieures, de part et d'autre des chemins de ronde, découpaient ce terrain d'horreur en 6 camps secondaires. Juste au-dessous du mirador arrière, la forme d'une chaudière au sommet arrondi se dessinait au milieu de la boue. Noire et rallongée, elle ressemblait à un moteur de locomotive, mais elle était munie de 2 lourdes portes à l'avant. Son unique cheminée, couverte de suie, s'élevait à plusieurs mètres de hauteur. Une civière métallique rudimentaire, qui permettait de glisser les cadavres émaciés dans les flammes, se trouvait toujours à proximité. C'était le crématorium. Aucune maçonnerie, aucun talus même, ne le dissimulait. Le four crématoire était assez proche du camp pour sauter aux yeux de n'importe quelle sentinelle du Mirador. Sa silhouette et son message funeste étaient parfaitement visibles, terminus implacable de toutes les existences abandonnées ou délivrées par le destin. Situé entre 2 rivières et entre les villes de Bergen et Belsen, le camp avait été créé au printemps 1943. Il devait servir de lieu de transit à 10 000 prisonniers juifs susceptibles de donner lieu à un échange ou dont on espérait obtenir une rançon. Mais au cours des derniers mois de 1944 et au début de 1945, lorsque les Alliés commencèrent à libérer les camps de la mort, dont Auschwitz, Belsen dut accueillir d'innombrables transports venus d'ailleurs, et se transforma en un indescriptible magma humain. Au début de 1945, plus de 40 000 détenus s'y entassaient dans des conditions apocalyptiques. Affamés, exploités à mort et torturés avec un arbitraire absolu, 20 000 d'entre eux trouvèrent la mort au cours du seul mois de mars 1945. Après la libération, les équipes médicales britanniques horrifiées furent impuissantes à sauver près de 14 000 mourants. Il fallut faire affaire des bulldozers pour enfouir dans les fosses de fortune tous ces corps déformés par la rigidité cadavérique. À quelques mètres du crématorium, sur la gauche, près des cuisines et des citernes, à l'extrémité d'un sentier boueux, se trouvait la maison du chef de bloc. Les détenus l'avaient surnommée la fosse au lion. Une pièce de la fosse au lion était réservée à l'Arbeitsdienstführer, le responsable du service du travail. C'est là que l'on traitait les cartes perforées Holrit. À première vue, il s'agissait de simples cartes rectangulaires de 13,5 cm de long sur 8,5 de large, divisées en colonnes numérotées et présentant des perforations divisées et disposées en rangées. Mais ce n'étaient pas des cartes comme les autres.
En décembre 1944, un juif hollandais, Rudolf Martin, fut affecté au bureau de l'Arbeitsdienst. Affamé et gelé, Martin s'efforçait chaque matin de mettre la main sur un petit supplément de nourriture et sur quelques allumettes pour faire du feu. Il y avait un tas de petits bois dans le bureau, mais pas d'allumettes. Pour en trouver, Martin devait s'aventurer dans la pièce voisine, où les officiers SS étaient affalés dans des fauteuils. Chaque fois qu'il passait, il les frappait brutalement au visage, furieux d'être dérangé pour une malheureuse allumette. Mais Martin n'y attachait pas d'importance. La seule chose qui comptait était de survivre. Il avait la chance d'avoir été affecté à l'Arbeitsdienst. Ce service avait en effet pouvoir de vie et de mort sur les détenus, Martin compris. Tous ceux qui étaient capables de travailler avaient la vie sauve, et Martin était heureux d'avoir obtenu un emploi de bureau grâce aux cartes perforées, Holrit, et à leurs numéros codés. Tout en travaillant, il observait du coin de l'œil les SS qui s'occupaient du tri des cartes. Pendant 5 semaines, il prit des notes, mentalement. Martin comprit rapidement la méthode. Tous les jours, on accueillait de nouveaux convois de prisonniers. Ceux-ci étaient identifiés à l'aide de cartes Holrit, dont les colonnes et les perforations correspondaient à différentes caractéristiques. Nationalité, date de naissance, situation de famille, nombre d'enfants, motif de détention, signes particuliers et compétences. Les colonnes 3 et 4 recouvraient 16 catégories de détenus distinguées par l'emplacement de la perforation. Le trou numéro 3 était réservé aux homosexuels, le 9 aux asociaux, le 12 aux tziganes. La perforation numéro 8 désignait les juifs. Les prisonniers étaient également classés par leur numéro de code personnel sur des listes établies à partir des cartes. La colonne 34 portait la mention « raison du départ ». Le code 2 signifiait que le détenu avait été transféré dans un autre camp pour continuer à y travailler. La mort de cause naturelle, entre guillemets, était le numéro 3. L'exécution le numéro 4. Le suicide le numéro 5. Le code 6 était réservé au traitement spécial, euphémisme voulant dire extermination, qu'il s'agisse de la chambre à gaz ou d'une balle dans la tête. Au fur et à mesure que les trains et les camions arrivaient de Belgique, de France et de Hollande, des milliers de cartes perforées étaient analysées et traitées. On transmettait ensuite les informations au service de la statistique de l'Office central de gestion économique SS à Oranienburg. Ces listes d'hommes et de femmes étaient mises en regard de celles des besoins en main-d'œuvre de Bergen-Belsen et d'autres camps. Il n'y avait jamais de nom, se rappellerait Martin, seulement des numéros. Le nombre de morts n'était qu'une statistique de plus, un chiffre qui viendrait alimenter les machines. La liste du mois de décembre 1944 comprenait quelques 20 000 prisonniers. On en enregistrait en moyenne une 50aine par jour sur carte perforée. Martin apprit que pour établir la composition professionnelle d'un groupe de prisonniers, il suffisait d'insérer la carte perforée, individuelle de chaque détenu, dans une trieuse mécanique. On réglait ensuite les cadrans pour sélectionner tel ou tel métier, telle ou telle compétence professionnelle, tel groupe d'âge particulier ou telle connaissance linguistique nécessaire aux équipes de travail. L'identité des détenus répondant aux critères choisis était imprimée sur une liste Holrit, ce qui permettait de les transférer vers des camps annexes, des usines ou même des fermes locales. Les besoins en main-d'œuvre étaient signalés puis comparés aux disponibilités par le bureau D2 de l'Office central de gestion économique SS, qui administrait l'ensemble des camps sous l'autorité du général Oswald Pohl. Créateur du programme d'extermination par le travail, Pohl estimait que le gazage expéditif des Juifs privait le Reich d'une précieuse ressource économique. Son idée était fort simple, tuons les Juifs mais au travail. On attendrait qu'ils soient hors d'usage pour les déporter vers les camps de la mort où ils seraient gazés. Comme le disait Pohl, si 10 000 femmes russes meurent en construisant une clôture, ces 10 000 morts n'ont aucune importance pourvu que la clôture soit construite. Le jour où 5 femmes s'évadèrent de Bergen-Belsen, Martin ouvrit l'œil. Fou de rage, les gardes SS jurèrent de les reprendre. L'idée de consigner les départs détenus dans la colonne 34 sous le code 7 évadé les mettait hors d'eux. Petite parenthèse, même si je devrais pas dire ça, c'est un peu... Enfin, je me demande pourquoi en fait. C'est juste qu'on est dans une société qui censure tout. Mais en fait, je veux pas forcément comparer la situation actuelle des 2 dernières années par rapport à celle-là. Mais le passage où il dit son idée était fort simple, tuons les juifs mais au travail. C'est le même type d'état d'esprit qu'un président qui empêche les gens qui ne souhaitent pas se faire vacciner arbitrairement,
qui les empêche de travailler, d'aller au travail. Donc ils ont dû quitter leur emploi. Et il y a beaucoup d'employeurs qui refusent. Vous savez, quand vous négociez votre départ et qui vous disent non, non, c'est toi, soit tu fais ce que le gouvernement demande, soit tu pars de toi-même. Donc beaucoup de gens libres d'esprit ou ne voulant pas se faire vacciner, quitter leur emploi. Et maintenant, donc, si le président qu'on a été réélu, il promet de mettre les RMistes au travail, c'est-à-dire 15 à 20 heures par semaine, en contrepartie. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ce même gouvernement oblige les gens qui ont une conscience à démissionner pour préserver leur intégrité physique, tout simplement. Et ensuite, il leur dit « Ah, mais au fait, vous devez travailler. » Je veux dire, on n'est pas loin des camps de travail, là. C'est le même esprit, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas comparable, mais c'est le même esprit. Et en plus, d'autre part, ça permet au grand capital de faire baisser le salaire moyen. Parce qu'ils se sont bien aperçus, en haut lieu, que les gens avaient plus de revendications salariales qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a plein de métiers, l'hôtellerie, la restauration, les boulangeries, enfin bref, qui recherchent des gens, mais qui sont prêts à aller les chercher à l'autre bout de la France ou à l'étranger. Ok ? Et ils trouvent même plus d'apprentis, tout ça. Donc ils sont obligés parfois de les payer le double d'avant. Là où dans la restauration, certains étaient payés 1500 €, ça va plus être 2500, 3000 aujourd'hui. Pareil pour des boulangers, etc. Moi j'en ai un qui me disait on paye 6000 € pour être venu d'Alsace. C'est-à-dire 1000 km à peu près. Donc le grand capital a bien dû se dire oula, zut, ça faisait pas partie du plan. Enfin, à leur niveau à eux, pas du plan de la Providence, mais bref. Oula, mais il faut toujours garder une certaine tension là sur l'emploi. Alors, le président dit que ce sera pour maintenir le plein emploi. Mais il n'y a pas besoin de mettre les RMistes au travail pour avoir le plein emploi, puisque tout le monde cherche du travail. C'est juste que les gens n'acceptent plus les conditions d'avant et qu'il faut les payer plus. Donc le grand capital, pour remédier à ça, s'est dit mais il faut vraiment faire baisser à nouveau le coût du travail, puisque là, ça va plus le faire, quoi. Payer les gens bien, ça va plus le faire. Donc, je sais pas combien il y a de RMistes en France, mais s'il y en a 4 ou 5 millions, c'est peut-être beaucoup, je sais pas, 4 millions, hop là, tous ces gens-là vont arriver sur le marché du travail, entre guillemets, donc il y aura des entreprises qui se spécialiseront dans le fait de faire travailler des RMistes, donc non seulement c'est de l'esclavage, puisqu'il n'y a pas de contrepartie à demander à des gens qui sont déjà pauvres, qui ont besoin de ça pour vivre. Bref, et ça va piquer en plus le job à des gens qui sont pas au RSA. Donc vous voyez la logique ? Voilà ce que ça serait si ce monsieur était réélu. Et après, ça me paraît pas tellement exagéré de dire qu'un certain autre président, qu'on fait passer pour un dictateur absolu, une ordure, bien sûr, quand c'est la guerre, c'est la guerre. Il y a pas de mot gentil à employer, mais ça m'étonne pas qu'il traite les autres, c'est-à-dire nos dirigeants, de nazis. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Quand vous faites des expérimentations à échelle humaine, à échelle de société entière, que vous les forcez à faire certaines choses qui peuvent en fait avoir un effet sur leur santé, que vous les enfermez contre leur gré, vous voyez, on n'est vraiment pas loin. On n'est vraiment pas loin en termes d'état d'esprit. Alors, je sais bien qu'il y en aura qui diront toujours non, mais la comparaison ne tient pas un dixième de la Shoah, etc. Mais en fait, il ne s'agit pas de comparer. Parce que rien n'est mieux ou plus important qu'autre chose. Tout doit être mis en comparaison, justement. Je dis juste qu'on est dans le même état d'esprit. Il y a des gens qui nous dirigent qui sont des nazis. Des nazis, c'est clair et net. Bref, je continue. Un matin de décembre 1944, au moment même où, dans son uniforme déguenillé, Martin, l'homme numéroté, marchait d'un pas vif vers le bureau Hollerith de Bergen-Belsen pour se réchauffer et survivre à New York, un autre homme, élégamment vêtu d'un complet de bonne coupe et d'un par-dessus à l'étoffe moelleuse, sortait d'une voiture rutilante conduite par un chauffeur devant le 590 Madison Avenue. Cet homme s'appelait Thomas J. Watson. Son entreprise, IBM, une des plus grandes du monde, louait au Troisième Reich les machines permettant de trier les cartes Hollerith après les avoir personnalisées pour mieux répondre aux besoins de son client. Le Troisième Reich s'en servait à Bergen-Belsen et dans la plupart des autres camps de concentration.
International Business Machines assurait également leur entretien presque mensuel et la formation du personnel nazi préposé à ces appareils complexes. Des doubles des systèmes de code étaient conservés dans les bureaux d'IBM pour parer à toute perte éventuelle. En outre, la société de Thomas Watson était le fournisseur exclusif du 1,5 milliard de cartes perforées dont le Reich avait besoin. Bon an mal an pour assurer le fonctionnement de ces machines. Les camps de concentration n'étaient pas les seuls utilisateurs de cet équipement. Depuis plusieurs années, toute l'infrastructure commerciale, industrielle, militaire et antisémite de l'Allemagne nazie et de l'Europe occupée s'était dotée de centaines de machines Holrit. Par cette froide journée de décembre, Watson était sur les dents. Sa filiale allemande, la Deutsche Holrit Maschinengesellschaft, ou DOMAG, échappait à son contrôle. Cela voulait dire de nouveaux avocats, de nouveaux télégrammes, de nouvelles manœuvres avec le département d'État, non pas pour empêcher la DOMAG de continuer à prendre part au génocide perpétré par le Troisième Reich, mais pour s'assurer que l'intégralité des recettes et des bénéfices de ces opérations reviendrait à la maison mère, IBM New York. Quel que fût le vainqueur, il ne fallait pas compromettre la prospérité d'International Business Machine. Business, plus qu'une vocation, c'était la véritable raison d'être de la société. Chapitre 2. L'interface IBM-Hitler. 30 janvier 1933. À son réveil, le monde découvre une nouvelle réalité alarmante. Adolf Hitler vient de prendre le pouvoir en Allemagne. Des Hitlériens vêtus d'uniformes hétéroclites, du plus grotesque au plus sinistre, paradent à pied, à moto ou à bicyclette dans les rues de Berlin, fêtant leur victoire avec arrogance. Accrochés à l'arrière des camions, défilant sur les places, le bras tendu, plastronnant et hurlant des chansons, les nazis exultent. Leur heure, grosse d'espoir de revanche sur tous leurs adversaires, l'heure décisive, cette heure qu'ils ont attendue si longtemps, a enfin sonné. À dater de cet instant, le monde ne sera plus jamais le même. Est-ce que je pourrais oser dire, à partir du 17 mars 2020, le monde ne sera plus jamais le même? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Promptement, les nazis s'emparent de tous les leviers du gouvernement. Ils contrôlent la quasi-totalité de la vie économique, sociale et culturelle de leur pays. Le Führer a décidé qu'une Allemagne aryenne dirigerait l'Europe. Une race supérieure est appelée à soumettre tous les non-aryens. Quant aux Juifs, Hitler a des projets précis pour eux. Leur destruction pure et simple. Les intentions de Hitler n'ont rien de mystérieux. Il les proclame bruyamment à la radio, ils en informent le monde entier. Elles font la une des journaux de toutes les grandes villes, elles sont reprises par toutes les stations de radio, relayées par les actualités cinématographiques hebdomadaires. Curieusement, le fascisme hitlérien trouve un écho favorable auprès de certains hommes d'ordinaire fort perspicaces tels que Henry Ford. Ce dernier n'est d'ailleurs pas le seul à subir la fascination de l'hitlérisme. Thomas J. Watson, président de l'une des entreprises les plus prestigieuses d'Amérique, International Business Machine, n'y est pas insensible non plus. Hitler et Watson s'étaient engagés sur leur voie dans des régions du monde très éloignées l'une de l'autre, dans des circonstances distinctes et à des fins qui n'avaient rien de commun. Comment ces deux hommes, un nationaliste autoritaire et un capitaliste international, que tout aurait dû opposer, ont-ils pu nouer une alliance technologique et commerciale qui allait en définitive faciliter l'assassinat de 6 millions de juifs et d'un nombre égal d'autres Européens? L'histoire allait prouver que leur philosophie apparemment antinomique pouvait trouver un certain terrain d'entente. Tout avait commencé plusieurs dizaines d'années auparavant, à New York, à l'extrême fin du XIXe siècle, en un temps où l'essor industriel américain inspira des innovations techniques destinées à automatiser la plupart des tâches manuelles. Les immigrants arrivaient en masse, prêts à travailler dur. Mais certains rêvaient d'employer leurs talents autrement, par des méthodes plus rapides et plus rentables. Un peu partout, dans les ateliers et les usines, des mécanismes et des appareils brevetés en tout genre actionnaient des rouages, remontaient des dents d'engrenage, évitant à l'homme de nombreuses manipulations. Mue par l'électricité, la deuxième révolution industrielle battait son plein. L'Amérique de la fin du siècle, confluente du commerce de masse et de l'ingéniosité mécanique, se prêtait idéalement à la naissance de ce qui allait devenir la plus puissante entreprise que le monde ait jamais connue, IBM. Comme dirait l'autre dans un film américain, je crois que c'est le biopic sur Steve Jobs. Vous savez, le film sur Steve Jobs d'il y a quelques années. IBM. IBM était allemande de naissance. Sa technologie avait vu le jour dans un dessin bien précis, compter les hommes comme ils ne l'avaient jamais encore été, les identifier et les dénombrer avec une précision prodigieuse. Mais la technologie d'IBM prouva rapidement qu'elle pouvait faire encore mieux. Elle était capable de calculer.
Autrement dit, elle pouvait enregistrer les données, les traiter, les extraire, les analyser et répondre automatiquement à un certain nombre de questions précises. Petite parenthèse, on n'est quand même pas loin du Cambridge Analytica, hein, qu'ont utilisé certes Trump, mais ce qu'on dit beaucoup moins aujourd'hui, c'est que Obama aussi. Obama, c'était le premier à l'utiliser massivement, mais ça, on le dit plus trop, parce que, enfin, c'est censé être un démocrate, quoi, d'accord? Par contre, le méchant Trump, là, on souligne, hein, des chaînes comme Arte soulignent qu'uniquement Trump a utilisé ce type de données, mais pas les autres avant, hein, bien sûr. Quelques instants de remue-ménage mécanique étaient en mesure d'accomplir ce que aucun être humain n'aurait pu faire avec un papier et un crayon. Le véritable inventeur d'IBM s'appelait Hermann Hollerith. Né en 1860, c'était le fils d'intellectuels allemands qui n'avaient pas renoncé à leur filière et austère tradition germanique en venant s'installer à Buffalo, dans l'État de New York. Hermann n'avait que 7 ans lorsque son père, professeur de langue, mourut d'un accident de cheval. Sa mère resta seule avec ses 5 enfants. Farouchement indépendante, elle refusa de demander de l'aide à ses parents, pourtant aisés, préférant mener une vie rude et indépendante, forte de principes rigoureux. À 15 ans, le jeune Hollerith partit pour New York, où il intégra le College of the City of New York. Malgré quelques difficultés en orthographe, il manifesta immédiatement de remarquables aptitudes techniques. À 19 ans, il acheva ses études à l'école des mines de l'université Columbia et obtint son diplôme d'ingénieur avec la plus haute note possible. En 1879, il accepta la proposition de son professeur de Columbia et devint assistant au bureau du recensement des États-Unis. À l'époque, le recensement décennal relevait du simple dénombrement et ne livrait pas la moindre information sur le métier de chaque citoyen, sur leur formation ou d'autres traits particuliers. Compter et recouper plusieurs millions d'Américains était déjà une entreprise titanesque, et il fallait plusieurs années pour établir des résultats définitifs. Au lendemain de la guerre de sécession, l'essor démographique avait été très rapide, la population ayant probablement doublé depuis le précédent recensement. Les spécialistes prévoyaient qu'il leur faudrait plus de 10 ans pour dépouiller les données de 1890. Autrement dit, le recensement de 1900 serait en cours avant même l'achèvement du précédent. Hollerith avait à peine 19 ans lorsqu'il partit pour Washington rejoindre son poste au bureau du recensement. Un soir qu'ils dînaient ensemble au très élégant Potomac Boat Club, John Billings, directeur des statistiques démographiques, lança à Hollerith: si seulement il existait une machine capable d'effectuer le travail purement mécanique de tabulation démographique et de réaliser des statistiques du même genre. Hollerith trouva l'idée intéressante et commença à y réfléchir. Les métiers à tisser, les boîtes à musique et les pianos mécaniques utilisaient des rouleaux ou des cartes perforées qui entraînaient un mécanisme. D'ailleurs, c'est un petit peu aujourd'hui la même chose qu'un fichier MIDI utilisé pour perforer des cartes. C'est très à la mode. Je ne sais pas si ça l'a été auparavant, puisque c'est un mélange de technologie et d'anciens... Vous savez, les cartes perforées qui permettaient à des pianos mécaniques de jouer tout seuls. Eh bien, certains se spécialisent en fait dans le fait d'utiliser les fichiers MIDI, c'est-à-dire des données informatiques qui contiennent des informations musicales, à perforer des cartes en fait de ses morceaux préférés qui puissent être joués par tout type d'instruments mécaniques, mais surtout les boîtes à musique, les petites boîtes à musique en or, vous savez, que vous pouvez acheter pour quelques centaines d'euros et qui vont jouer votre morceau préféré. Bref, je m'égare. Boîte à musique. Il fallut moins d'1 an à Hollerith pour trouver la solution. Il imagina un contrôleur de train qui poinçonnerait les billets selon un schéma prédéfini permettant de renseigner et de consigner certaines caractéristiques physiques comme la taille, la couleur de cheveux, la dimension du nez et les vêtements, créant ainsi une sorte de photographie perforée. Alors, petite parenthèse, ça n'a rien à envier aux actuels passeports biométriques. C'est le même type d'information, si je comprends bien. En lisant ce code, les autres contrôleurs pourraient immédiatement appréhender les voyageurs indélicats qui utiliseraient le billet d'un autre passager. Donc, deuxième parenthèse, l'attitude actuelle, vous savez, contrôlante comme ça, tout contrôler, tout... En fait, cette attitude totalitaire, finalement, elle est dérivée du nazisme. Donc, en fait, en apparence, le nazisme a été vaincu par la grande démocratie que sont les États-Unis, mais en réalité, en fait, ils sont là jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont là. Ça, les mesures totalitaires, tout ce qui est biométrique, fichage, renseignement, c'est toujours là. Et l'opération MKUltra, avec des médecins qui ont fait des tests sur des enfants et des gens innocents, qui ont testé des drogues sur eux sans leur dire, etc. C'était des anciens médecins nazis, entre autres, qui avaient été exfiltrés lors de l'opération Paperclip. Donc,
Oui, bien sûr. C'est pas exagéré de dire ces gens-là sont toujours à l'œuvre dans la société aujourd'hui. Moi, j'adore l'Allemagne, j'adore les Allemands. Et d'ailleurs, ça concerne pas que l'Allemagne. Mais regardez, en fait, réfléchissez au monde d'aujourd'hui. Réfléchissez à des gens comme Klaus Schwab, etc. Mais en fait, qui ces gens-là représentent? Ulrich inventa ainsi une carte munie de perforations normalisées dont chacune représenterait une particularité différente, sexe, nationalité, profession, etc. La carte serait ensuite insérée dans un lecteur, grâce à des mécanismes à ressort facilement réglables et à un balayage rapide capable de repérer les perforations par contact électrique. Les cartes pourraient être lues en défilant dans un chargeur mécanique. Les cartes traitées pourraient ensuite être classées en piles en fonction d'une série précise de perforations. On pourrait classer et reclasser des millions de cartes. Les perforations aideraient à isoler n'importe quel trait, général ou spécifique, grâce à une ou plusieurs opérations de tri. Les machines pourraient tracer le portrait de l'ensemble d'une population ou sélectionner tel ou tel groupe au sein de celle-ci. En fait, si on perçait suffisamment de trous dans une carte, et si on procédait à un nombre de tris suffisant, il serait possible de repérer un individu unique parmi des millions d'autres. Chaque carte perforée représenterait ainsi une mine d'informations, dont la seule limite serait le nombre de trous qu'on pourrait y percer. Ulrich venait d'inventer le code barre pour être humain. Dès 1804... Ça nous rappelle à quelque chose, le code barre pour être humain, QR code, tout ça. Dès 1884, il avait construit un prototype. Après avoir emprunté quelques milliers de dollars à un ami allemand, Ulrich breveta et fabriqua un appareil de production. Non sans ironie, son invention ne servit pas initialement à dénombrer des vivants, mais à recenser les décès pour les services de santé des États du Maryland, de New York et du New Jersey. Ulrich comprit rapidement que son système se prêtait à bien d'autres applications. Il pouvait réaliser sans délai les opérations comptables les plus fastidieuses de n'importe quelle entreprise, des bordereaux d'expédition de la gare centrale de New York aux données actuarielles et financières de la compagnie d'assurance Prudential. Surtout, le système Ulrich ne se contentait pas de compter, il analysait. Cette machine cliquetante et grinçante calculait en quelques semaines ce qui aurait demandé des années à un être humain. Grisé par ce succès, Ulrich organisa un voyage outre-Atlantique pour présenter sa tabulatrice électromécanique au gouvernement européen, notamment à ceux d'Allemagne et d'Italie. Partout, il fut accueilli avec enthousiasme par les administrateurs, les ingénieurs et les statisticiens. Cette rieuse n'était pas un simple engin astucieux. C'était la clé mécanique munie de broches et de roues caoutchoutées qui ouvrait la boîte de Pandore du contrôle de l'information. À la veille du recensement de 1890, lorsque le bureau de recensement des États-Unis lança un concours pour choisir le meilleur procédé de dénombrement automatique, la victoire de Ulrich n'étonna personne. Cela faisait des années que les membres du jury l'étudiaient. Ulrich fabriqua rapidement ses premières machines. Du jour au lendemain, le recensement de 1890 fit de Ulrich un héros de la mécanographie. Son exploit attira l'attention du monde scientifique et même de la presse à grand tirage. Ces machines avaient permis au bureau du recensement d'économiser 5 millions de dollars, soit près du tiers de son budget. Les statistiques furent établies avec une rapidité sans précédent et ajoutèrent une dimension nouvelle et remarquable à l'entreprise. Alors qu'en 1870, les questionnaires s'étaient limités à 5 points, réduisant le recensement à une sorte de dénombrement, les rubriques étaient désormais multiples. Une armée de recenseurs put en effet poser à chaque habitant 235 questions sur les sujets les plus divers, langue parlée à la maison, nombre d'enfants vivant au foyer ou à l'extérieur, niveau d'éducation de chaque membre de la famille, pays d'origine, religion, etc. Une seule opération permit ainsi au gouvernement de tracer le profil de l'ensemble de la population. Le bureau du recensement n'ayant besoin de la plupart des tabulatrices qu'une fois tous les 10 ans, et leur inventeur craignant qu'on ne lui vole son idée, Ulrich prit le parti de ne pas vendre ses machines au gouvernement mais de les lui louer. Cette décision capitale allait dominer un siècle durant toutes les grandes transactions commerciales d'IBM. Washington versa à Ulrich quelques 750 000 dollars pour disposer des machines nécessaires au recensement. Il ne restait à l'inventeur qu'à se trouver d'autres clients qui loueraient ces machines dans l'intervalle. Le problème fut rapidement réglé. Les gouvernements et l'industrie se disputaient ces appareils. Les services de recensement et de statistiques de Russie, d'Italie, d'Angleterre, de France, d'Autriche et d'Allemagne passèrent commande. La nouvelle technologie était sans rival.
Ces machines permirent à tous les pays du monde d'effectuer des recensements d'une grande précision. Et Hollerith disposait d'un contrôle absolu sur ce système. Les perforatrices, les trieuses et les tabulatrices étaient toutes conçues pour être mutuellement compatibles, et pour ne pas l'être avec d'autres machines susceptibles d'être produites un jour. En outre, la saisie des données exigeait des millions de cartes perforées, et chaque carte ne pouvait par définition servir qu'une fois. Avant même d'avoir fondé sa société, Hollerith avait jeté les bases d'un monopole. Mais surtout, les applications de ce système lui conféraient rapidement une dimension internationale. Les gouvernements étaient de simples clients, des clients dont il fallait se méfier. Hollerith avait l'impression d'être au-dessus d'eux, à mains égards. Il n'avait pas entièrement tort. Le monde entier lui ouvrait les bras. Il était plus que temps de créer une entreprise. Chose curieuse, Hollerith était tellement occupé à exploiter de nouveaux débouchés qu'il ne trouvait pas le temps pour s'y consacrer. Il faut bien avouer qu'il n'était pas fait pour cette tâche. Avec sa moustache en guidon de vélo et son air souvent revêche, il était rassis avant d'avoir 30 ans. Il savait porter le haut de forme et manier une canne avec élégance si les circonstances l'exigeaient. Mais il manquait de patience et de subtilité. Les tâches de commercialisation le rebutaient, et il était persuadé que ses clients n'avaient qu'une idée en tête, lui voler ses idées. Attaché à son invention comme un père à son enfant, Hollerith prenait tout très à cœur. Aucun client, aucune relation n'était assez important pour qu'il hésite à se les mettre à dos. Il ruminait longuement ses rancunes, il savourait les inimitiés. C'est à prendre ou à laisser. Telle était trop souvent son attitude à l'égard de la clientèle. Cassant et caustique, il était prêt à se colleter avec les fonctionnaires qu'il soupçonnait de vouloir plagier son brevet, aux États-Unis ou ailleurs. Les petites contrariétés de l'existence ne l'exaspéraient pas moins. Une panne de voiture inopinée valut ainsi à son constructeur une avalanche de lettres courroucées. Outre ses inventions, Hollerith aimait, disait-on, 3 choses. Les traditions allemandes, son intimité et son chat Bismarck. Son goût pour tout ce qui était allemand était notoire. Lorsqu'il se rendait en Europe, Hollerith faisait tout son possible pour embarquer à bord de navires allemands. Il justifiait un jour en ces termes l'amitié qu'il éprouvait pour l'épouse d'un collaborateur. « Comme elle est allemande, je m'entends bien avec elle. » Et lorsque ses employés estimèrent qu'il avait besoin de repos, ils lui suggérèrent de prendre de longues vacances dans le seul lieu où il pourrait vraiment se détendre, la chère patrie de ses ancêtres. Protégeant jalousement son intimité, Hollerith entoura sa maison d'une haute clôture afin de maintenir à distance les voisins et leurs animaux domestiques. Constatant que de nombreux chats escaladaient la clôture pour s'introduire dans son jardin, Hollerith, qui n'était jamais en mal d'ingéniosité, tendit un fil électrique tout le long de la barrière, le connecta à une batterie, puis s'installa à la fenêtre, cigare aux lèvres. Dès que le chat d'un voisin faisait mine de vouloir menacer la tranquillité de Bismarck, Hollerith actionnait un interrupteur, infligeant une décharge électrique à l'importun. Le premier recensement dont Hollerith fut chargé outre-Atlantique était destiné au régime despotique de Nicolas II. Le tsar avait décidé d'organiser le premier dénombrement de la population russe, estimé à 120 millions de têtes. Il était très désireux de faire appel à la technologie de Hollerith. L'inventeur se rendit donc à Saint-Pétersbourg pour conclure ce prodigieux contrat. À la fin de 1896, peu après son retour, Hollerith se décida enfin à fonder une société à responsabilité limitée. Il installa le bureau de l'entreprise dans les 2 étages austères qui lui servaient d'atelier et d'entrepôt, à quelques minutes en voiture de la Maison Blanche et du bureau du recensement. Avec sa sobriété coutumière, il baptisa sa nouvelle société The Tabulating Machine Company, un nom qui n'allait pas tarder à sombrer dans l'oubli. Mais cette entreprise réapparaîtra un jour sous le sigle d'IBM, l'une des raisons sociales les plus connues de tous les temps. Peu après le recensement de 1900, le gouvernement fédéral dut se rendre à l'évidence. Il avait aidé la Tabulating Machine Company de Hollerith à établir un monopole mondial grâce à une invention que le bureau du recensement avait en quelque sorte commandée à l'un de ses salariés, Hermann Hollerith. De plus, le nouveau directeur du bureau du recensement, Simeon North, un réformateur, découvrit de nombreuses irrégularités dans les contrats conclus par le bureau. Hollerith escroquait le gouvernement fédéral. Royalties excessives, machines fantômes, tarifs de machines et de cartes perforées incohérentes, clauses d'utilisation restrictives, Hollerith déclinait toute la gamme des pratiques illicites. Pire encore, loin d'accorder un traitement de faveur au bureau du recensement, la Tabulating Machine Company consentait des prix plus avantageux à d'autres gouvernements et à d'autres clients. North allait jusqu'à soupçonner que le tsar déboursait moins que l'oncle Sam. Selon toute apparence, les contribuables américains finançaient le nouvel empire de Hollerith.
En menant son enquête, North apprit avec étonnement que son prédécesseur, William Merriam, avait négocié des contrats lucratifs et pour certains inexplicables avec Hollerith. Et voilà qu'un peu plus d'un an après le départ de Merriam du bureau du recensement, Hollerith avait embauché comme président de la Tabulating Machine Company. Indigné, North décida d'engager la lutte contre la dépendance de ses services à l'égard de Hollerith et contre les dépenses injustifiées. Il réclama des réponses. Tout ce que je demande, déclara North à Hollerith, c'est que le gouvernement américain obtienne des conditions aussi correctes et aussi avantageuses que celles qui figurent dans les contrats de votre société avec des entreprises commerciales et d'autres gouvernements. Hollerith n'aimait pas qu'on le bouscule. Au lieu de chercher à amadouer son meilleur client, il s'engagea dans une partie de bras de fer avec lui, le critiquant vertement devant le Congrès, en n'hésitant pas à le dénigrer auprès de celui-là même qui l'avait nommé, le président Theodore Roosevelt. Personne ne pouvait se passer de la technologie de la Tabulating Machine Company. Voilà ce que se disait Hollerith, persuadé de pouvoir forcer sans risque le gouvernement américain dans ses retranchements. Mais North riposta. Constatant que les brevets de Hollerith arrivaient à expiration en 1906, et bien décidé à briser l'étau, North essaya une nouvelle machine. En juillet 1905, il mit Hollerith et tous ses appareils à la porte du bureau du recensement. La Tabulating Machine Company venait de perdre son plus gros client. On se servirait désormais d'une tabulatrice concurrente, mise au point par un autre technicien du bureau du recensement, un certain James Powers. Les machines Powers étaient beaucoup plus rapides que les Hollerith. Elles présentaient certaines innovations en matière d'automatisation et leurs différents éléments étaient beaucoup moins coûteux. Mais surtout, les machines Powers permettraient au bureau du recensement d'échapper à l'emprise de la Tabulating Machine Company. Cette débâcle, dont il était seul responsable, plongea Hollerith dans une dépression de plusieurs mois. Plus inabordable que jamais, il se montra incapable de faire face à une avalanche de mauvaises nouvelles. Certains investissements stratégiques perdaient de l'argent. Plusieurs gros clients le lâchèrent. La Tabulating Machine Company réussit pourtant à se maintenir à flot grâce à de nouveaux modèles, à des progrès technologiques, à de nouveaux clients et à une multiplication des contrats de recensement à l'étranger. C'est alors qu'avec une arrogance inouïe, Hollerith essayait en 1910 d'empêcher les États-Unis de remplir leur obligation constitutionnelle de recensement démographique. Affirmant que le bureau du recensement s'apprêtait à mettre en place de nouvelles machines, qui n'étaient qu'une contrefaçon des siennes, Hollerith intenta un procès et réussit on ne sait comment à convaincre un juge fédéral de Washington d'interdire le 13e recensement. Mais au bout du compte, les tribunaux tranchèrent et donnèrent tort à la Tabulating Machine Company. Hollerith avait joué et perdu. S'obstinant à nier les faits, les riches Hollerith bricolaient de nouvelles machines et se plongea dans des dérivatifs pendant que sa société battait de l'aile. Ses médecins lui conseillèrent de renoncer à ses activités. Cette idée fut chaudement approuvée par la direction de la Tabulating Machine Company et ses actionnaires mécontents qui encouragèrent Hollerith à se retirer. Ne sachant à quel saint se vouer, il entreprit de démanteler son empire. Il commença par l'Allemagne. En 1910, l'inventeur accorda une licence sur tous ses brevets à un vendeur allemand de machines à calculer nommé Willy Heidinger. Celui-ci créa alors la Deutsche Hollerith Maschinengesellschaft, la société allemande des machines Hollerith, DOMAG en abrégé. Cette société était la propriété de Heidinger qui la contrôlait entièrement. Seuls quelques membres de sa famille en possédaient des parts symboliques. Exploitant les brevets de la Tabulating Machine Company, la DOMAG se contentait de louer la technologie Hollerith à des clients allemands. La Tabulating Machine Company touchait un pourcentage sur le chiffre d'affaires de la DOMAG, auquel s'ajoutaient des royalties sur les brevets. Heidinger était un Allemand traditionnaliste, très fier de son héritage et entièrement dévoué à sa famille. À l'instar de Hollerith, il était soupolé, enclin à des colères homériques et toujours prêt à en découdre avec la concurrence. L'année suivante, désabusé et aigri, Hollerith liquida purement et simplement toute son affaire. C'est alors qu'un nouveau personnage fit son entrée, Charles Flint. Cet individualiste farouche était l'incarnation même du capitaliste aventurier prospère de l'aube du XXe siècle. L'un des premiers Américains à posséder une automobile et à piloter un avion, chasseur et pêcheur fanatique, Flint avait gagné des millions dans le commerce international. Les armes faisaient partie de ses articles de base et il était parfaitement indifférent à l'identité de ses acheteurs. Flint était un profiteur de guerre sans scrupules. Il avait armé une flotte privée pour aider les autorités brésiliennes à réprimer brutalement une révolte de leur marine. Il accorda la licence de fabrication de l'aéroplane que venaient d'inventer les frères Wright
à l'empereur Guillaume, qui souhaitait se doter d'une armée de l'air. C'est donc grâce à lui que virent le jour les as de l'aviation allemande de la Première Guerre mondiale. En fait, Flint était prêt à vendre des canons et des navires de guerre à n'importe qui, et mieux encore, aux adversaires d'un conflit sans merci. Il vendit de l'armement au Pérou juste après avoir quitté le service du Chili, au moment où des escarmouches frontalières venaient d'éclater entre les deux pays, ainsi qu'au Japon et à la Russie au cours de leurs multiples affrontements. Si quelqu'un l'avait traité de marchand de mort, a écrit un historien, Flint se serait demandé ce que cela pouvait bien vouloir dire. Telle était la nature du monde occidental avant la guerre de 14-18. Flint avait également porté à sa perfection une forme d'entreprise de sinistre réputation, le trust. Les trusts étaient des groupements d'entreprises qui s'associaient pour lutter contre la concurrence. Réussissant souvent à écraser leurs rivaux, ils finirent par obliger le gouvernement à prendre des mesures énergiques. La célèbre loi antitrust, le Sherman Act, était destinée à lutter contre de tels abus. Les journaux de l'époque surnommaient Flint le père des trusts. Ce titre l'entourait d'une aura de légende, tout en le stigmatisant comme le flibustier d'industrie par excellence. En 1911, le célèbre maestro de la concentration industrielle, qui avait si habilement créé des cartels dans le domaine du caoutchouc et de la chimie, s'attaqua à autre chose. Il rendit visite aux principaux actionnaires et la direction de 4 usines totalement distinctes, dans l'intention de créer un petit conglomérat aux activités diversifiées. Le noyau en serait l'entreprise de Hollerith. Il n'y avait à première vue aucune raison de fusionner les 4 sociétés un peu ternes sur lesquelles Flint avait jeté son dévolu. L'International Time Recording Company fabriquait des pointeuses. La Computing Scale Company vendait des balances de détail équipées de tableaux de prix, ainsi que des trancheuses à viande et à fromage. La Bundy Manufacturing produisait de petites pointeuses à clé, mais surtout elle possédait un patrimoine immobilier des plus intéressants à Endicott, dans l'État de New York. Quant à la Tabulating Machine Company de Hollerith, elle n'était que le 4e membre du groupe, le plus important, néanmoins. Hollerith accepta de vendre. Il offrit l'ensemble de son capital pour 1,21 million de dollars, assorti d'un contrat d'expert conseil de 10 ans à 20 000 dollars par an, une somme considérable pour l'époque. Donc il faudrait faire le calcul avec l'inflation. La nouvelle société prit le nom de Computing Tabulating Recording Company, ou CTR, une désignation prosaïque reflétant sa singulière composition. Certains espéraient que la synergie propre à cette nouvelle concentration offrirait des capitaux et des débouchés internationaux à 4 entreprises apparemment viables, mais entravées par des possibilités de croissance limitées ou par une économie en crise. Plus qu'une entreprise aux dimensions gigantesques, Flint cherchait à créer une association susceptible de revigorer chacun de ses membres languissants. Une fois la vente réalisée, Hollerith se rendit d'un air désinvolte à son atelier de Georgetown, encombré de pièces de machine, et déclara aux ouvriers d'un ton indifférent « Ça y est, j'ai vendu la boîte ». Hollerith eut une parole pour chacun d'eux. Il se montra particulièrement aimable envers Bill Barnes, qui avait perdu un bras en assemblant un mécanisme de courroie, et tendit avec ostentation un billet de 50 $ à Joe, un jeune ouvrier, qui ouvrit de grands yeux car il n'avait jamais vu une aussi grosse coupure. Hollerith renonça ainsi à la direction de son entreprise. Ce sera la fin de cette première partie donc du livre IBM et l'Holocauste. Je vous dis à très bientôt pour une seconde partie.